Bonjour Stéphane, je suis content de vous Bonjour. accueillir sur Émancipation citoyenne 2020 pour notre première interview à distance. Alors je vais vous laisser vous présenter. Votre présentation va faire qu'effectivement vous allez mettre en relief deux aspects qui m'ont motivé pour vous interviewer. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Tout d'abord, merci à Émancipation citoyenne 2020 pour l'interview. Alors, je m'appelle Stéphane. Je vis actuellement en Allemagne depuis près de 3 ans maintenant. Je suis ancien militaire de carrière, sous-officier de réserve. J'ai fait presque 20 ans alors dans l'armée de terre, l'infanterie, le combat, c'est-à-dire. J'ai notamment aussi été dans les parachutistes. Voilà, j'ai eu quelques théâtres d'opération à mon actif. Voilà. Merci bien. Alors c'est pour ça que Stéphane, c'est un nom d'emprunt. Et donc les deux aspects que je trouvais intéressants pour vous interviewer, c'est le fait que vous vivez en Allemagne. On va commencer sur cet aspect-là depuis 3 ans. Et quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous ressentez dans la gestion de crise entre la France, l'Allemagne? Quelles différences essentielles vous pouvez mettre en relief? Et puis comment ça se vit au quotidien en Allemagne, la crise dite sanitaire et en comparaison avec la France. Donc, en fait, au début de la crise, c'était sensiblement pareil un peu partout, on va dire, vu que c'était le début de la crise, c'était un peu la panique, ça partait un peu dans tous les sens. Et ça s'est vite, on a vite senti une différence dans les mois qui ont suivi la crise. On va dire dans les 6 mois, il y a vraiment une nette différence du discours entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France. De ce que je vois moi depuis l'Allemagne, par rapport à ce que je vois ici autour de moi et des infos qu'on a via les journaux TV, enfin bref, via des contacts, il y a un discours en France, il y a clairement un discours autoritaire sur cette crise. Il y a un matraquage médiatique dans le sens de la vaccination. Et il n'y a pas photo, quoi. Il y a pas de, je veux dire, il y a même pas de demi-mesure, quoi. C'est clair et net, hein. Il y a un discours unique, on sent un discours unique. Euh, il y a des ordres qui sont donnés d'en haut par une poignée de personnes et basta, quoi. On le voit nettement depuis quelques temps, notamment depuis les Gilets jaunes, hein. On voit qu'il y a aussi il y a une volonté quelque part de museler, on va dire, le peuple. Hein. Quand on voit des gazages de pompiers, d'infirmiers, faut se poser des questions, quoi. Faut se poser les bonnes questions. D'accord, c'est donc plus mesuré, plus pondéré, plus éthique. Vous me parliez d'un comité d'éthique en Allemagne qui a porté ses fruits quelque part. Oui, tout à fait, parce que bon, comme je disais, bon, au début de la crise, c'était un peu le fouillis. Il y avait quand même un sentiment de vouloir aussi. Bon, ça a vite parlé de la vaccination. Ça s'est très vite dissipé, justement, il y a ils ont une sorte de comité éthique. Bon, je peux en parler après de sources sûres parce que j'ai ma compagne qui travaille dans un EHPAD, D'accord. qui a beaucoup d'éléments à ce sujet. Et très vite, tous les employés au sein des établissements sanitaires, on va dire, enfin tout ce qui est hôpitaux, les EHPAD, ça s'est très vite dissipé, justement grâce à ce comité éthique. C'est très vite, comment dire, ici c'est une forme de discrimination, quoi. Vacciné, non vacciné, faut surtout, chacun fait ses choix, quoi. Et ça passe pas en Allemagne, donc contrairement à la France où on pointe du doigt, on isole, on... Voilà, D'accord. voilà. On va dire ils ont une cohérence. Il y a vraiment une cohérence dans le discours. En fin de compte, ici dans le discours du gouvernement, il y a une cohérence entre leur discours et ce qui se passe sur le terrain, quoi. Bon, on peut toujours ne pas être d'accord avec les mesures prises, mais bon, dans les mesures qui sont prises, il y a une forme c'est cohérent. Ça semble plus Donc, bien, ça semble plus bienveillant également quelque part. Est-ce que c'est le bon mot oui, oui, on peut dire ça. C'est plus dans la bienveillance. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, on, on va dire que c'est confort. On pourrait dire que c'est confortable quelque part. D'accord. Même si avec ces genre les passes sanitaires, les certificats de vaccination, bon, il y a tout ça est mis en pratique, bien sûr.
mais il n'y a pas de, comment dire, Et est-ce qu'on il n'y a laisse pas de passer, est-ce que si la personne ne rentre pas dans ce moule, est-ce que on va la laisser quand même faire ses courses, aller au restaurant? Est-ce que de manière très concrète, est-ce que il y a une, comme vous êtes allé en vacances en France, est-ce que vous avez vu là aussi sur le terrain concrètement une nette différence? Bah, comment dire, oui. Après, là, en Allemagne, dans certains restaurants, certains commerces, bon, il y a les mêmes, on va dire que les mêmes prérogatives qu'en France, hein, les accès au commerce, tout ça. Mais ici, on va dire que c'est un peu plus mesuré. Une impression que c'est plus mesuré en fin de compte. Et là, c'est les régions qui décident, hein, c'est les régions qui gèrent la gestion, c'est par région. Et après, c'est au cas par cas. Hein. Moi, j'ai eu le cas dans des restaurants qui n'ont pas forcément, on va dire quelque part, certains ferment les yeux. Hein. Ok, Voilà. d'accord. Il y a peut-être moins de contrôle aussi. Vous sentez que c'est moins oppressant à ce niveau-là? Voilà, il y a moins, voilà, c'est exactement le terme, c'est moins oppressant, quoi. D'accord. Alors, le deuxième aspect que je trouvais intéressant pour vous interviewer, c'est le fait que vous avez eu ce parcours militaire hein, de terrain, avec plusieurs interventions à l'extérieur. Je sais que vous avez encore d'anciens contacts, enfin des contacts avec d'anciens militaires. Est-ce que vous arrivez à aborder la question du Covid, la question de la France, sa situation aujourd'hui, au-delà même de la crise dite sanitaire? Euh, la- Où va la France, quelque part? Est-ce que vous arrivez à parler de ça? Qu'est-ce qu'il en est? Eh ben justement, j'ai encore quelques contacts avec d'anciens militaires, effectivement. Euh, mais par contre, c'est pas forcément, on parle pas forcément de la crise du Covid. Ça peut être autre chose. Ça peut être ce qui concerne la politique, l'économie, enfin ce qui se passe un peu dans le monde entier. Quand on aborde, on va dire des questions, on va dire entre guillemets gênantes, euh, c'est silence radio quoi en fin de compte. Comment vous C'est expliquez vraiment. ça? C'est le Je droit. dirais que j'ai un ressentiment. Bon, j'ai l'impression d'être encore en fait en plein milieu de carrière militaire où il y avait un devoir de réserve qui était un devoir de réserve qui était bien présent quoi. On est tenu au devoir de réserve. Non, moi personnellement, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'encore pour la majorité, ce qui est tous, il y a encore un devoir de réserve, même au-delà de l'activité, quoi. Est-ce que c'est un peu la peur? Est-ce que c'est un conformisme? Alors, en off, vous m'avez dit il y a quelques jours, quand je vous ai proposé ce rendez-vous, vous m'avez dit dans l'armée, ce qu'on nous matraquait quasi quotidiennement, c'était réfléchir, c'est désobéir. Est-ce que les gens sont encore un peu là-dedans et il y a une certaine peur ou il y a un conformisme? Comment vous le diriez Bien sûr, dans l'armée, c'est bon, on obéit aux ordres, hein, de toute façon. Et on a souvent, oui, souvent nos chefs dans en entraînement ou dans la vie de tous les jours, euh, ils nous disaient bien, allez, commencer à réfléchir, c'est désobéir. Et bon, en fait, on a vraiment ce sentiment-là quand on écoute, quand on voit la situation actuelle, on a même ce sentiment-là, quoi. Hein. Il y a des ordres qui sont donnés par une caste en haut, et voilà, quoi. Hein. On le sent bien dans l'actualité aujourd'hui. Il y a une forme de censure, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de débat. Il y a ce discours unique. Mhm. Voilà, quoi. Donc, c'est similaire, hein. Oui, c'est vraiment le réfléchir, c'est désobéir, hein. C'est Alors, clair. quand Emmanuel Macron disait il y a quelques mois, nous sommes en guerre, vous êtes un ancien militaire, comment vous analysez ça? Comment vous ressentez ça d'abord? Comment vous l'avez ressenti quand vous avez entendu ça et comment, avec le recul, vous l'analysez? Pour moi, par son discours, là, c'est clairement une déclaration. Pour moi, je l'ai compris comme une déclaration de guerre. Hein. Nous dirigeants, enfin, nous sommes en guerre contre vous, le peuple, quoi. Et là, c'est clair. Hein. En aucun cas, on est en guerre contre. En aucun cas, on est en guerre contre un virus. Hein. Enfin, je veux dire, on le voit depuis le début de l'actualité. Hein. Sur- sur- Aujourd'hui, je pense tromper énormément sur sur mon ressenti. Hein.
Et qu'est- Cette qu'est-ce déclaration qu'est- hier, qu'est-ce qui alimente quels sont les faits dans le quotidien ou dans cette gestion de crise qui alimente cette vision-là des choses que ce gouvernement est ah, particulièrement en guerre contre son peuple, quelque part, si je vous suis. ouais, on voit bien que la gestion de crise, c'est rempli de contradictions, hein. On le voit par leur discours des gouvernants, sur les plateaux télé, ce discours unique, et il y a eu énormément de contradictions. Donc pour moi c'est clair. Si vraiment c'est la première fois où on voit un gouvernement autant s'inquiéter de la santé des Français, quoi. Mm. Je veux dire, si on regarde les chiffres, bon, je vais pas les donner en tête, mais sur la réalité, et si on regarde la réalité, si vraiment ils s'inquiétaient du peuple, ils brandiraient des pancartes, arrêtez de fumer, je sais pas moi, il faut arrêter de conduire, il faut arrêter de bouffer gras, enfin je veux dire, voilà, on meurt tous les jours de diverses, voilà. Pourquoi cette crise et pourquoi voilà, le Alors, matraquage qu'il y a depuis le début, enfin pour moi c'est un indicateur, il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière tout ça. alors, est-ce que vous êtes vacciné vous-même? Non, 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 votre amie qui travaille en EHPAD, est-ce qu'elle l'est en non, Allemagne? Non? non, elle s'est pas fait vacciner, pas fait vacciner non plus. Là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Euh, et on se fera pas vacciner, ou alors de force. C'est-à-dire, C'est qu'est-ce clair, que... on a décidé. Vu la situation actuelle, tous les jours là, enfin, notamment en France, hein, vu comment la campagne, vu comment la crise est menée, de jour en jour, il y a de plus en plus de pression. Et plus on avance dans le temps, plus il y a de pression. On a l'impression qu'ils accélèrent le mouvement. Ils veulent à tout prix vacciner tout le monde. Donc pour moi, il y a quelque chose. Il y a un forçage. On force. C'est pas de la bienveillance. C'est pas. Quand même un acte médical. Et notamment, il y a beaucoup de médecins qui devraient peut-être revoir leur serment d'Hippocrate, pardon. Alors, quand on voit justement cette pression, ce matraquage, comme vous l'avez dit, et c'est, comment dire, au quotidien, et cette montée en puissance, et ces doutes, hein, qui sont légitimes, parce qu'on voit qu'il y a d'autres pays qui ont eu dès le départ, pardon, des approches très différentes, avec notamment des traitements, et puis que la vaccination, elle porte pas forcément ses fruits, et que ça s'étend au départ, il le disait, c'est pas obligatoire, elle sera jamais obligatoire, et en fin de compte, on contraint tellement les gens qu'on la rend quasi obligatoire, et jusqu'à même les enfants. Comment vous voyez à très court terme la France? Vers quoi vous la voyez évoluer, je dirais, dans les mois qui viennent, et puis en 2012 notamment, et après? Justement, à court terme, là, on peut parler des enfants, mais justement, déjà, on aura un indicateur de plus dès la rentrée, à la rentrée scolaire, parce qu'on entend parler d'obligation vaccinale pour les enfants à l'école. On commence à entendre, il commence à avoir des témoignages là-dessus. Ça fait vraiment peur. Donc, j'espère quelque part qu'il y aura un réveil massif, un réveil de la population, parce que ce combat-là, ça commence déjà par la conscience individuelle, quoi. Je veux dire, c'est analyser vraiment ce qui se passe, se poser les vraies questions, quoi. Donc j'espère, parce que là, la rentrée scolaire, bon, c'est quand même les enfants, c'est quand même les futures générations. Alors là, j'espère que bon, là, on aura déjà un indicateur. Ensuite, pour 2022, il y aura les élections. Donc là aussi, il y a encore un indicateur de plus. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, pour moi, on part dans l'inconnu. Mais personnellement, je voudrais pas être pessimiste, mais bon, on prend pas le bon chemin. Comment, pour conclure, je vous laisse le mot de la fin, comment vous qualifieriez cette tendance de la France depuis quelques années? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent ou des expressions comme ça, avec votre propre ressenti, analyse en tant que citoyen, en tant qu'ancien militaire, en tant que Français, même vivant à l'étranger, entre guillemets, mais de manière frontalière, un petit peu de l'extérieur comme ça également, tout en étant, encore une fois, bien français et quelque part attaché à cette patrie? Comment vous qualifiez ça?
Quels sont les mots qui vous viennent? Avec votre cœur et votre rythme, j'ai envie de dire. Ah bah là c'est le, comment dire, c'est un réveil quoi. Il est peut-être déjà trop tard. Il est peut-être vraiment déjà trop tard. Hein. Plus on avance dans le temps, plus on avance et plus les dégâts seront considérables. Si on ne fait rien d'ici là, si on reste dans la situation actuelle, bon, certes, il y a des manifestations, tout ça, mais si on ne monte pas d'un cran la lutte, on va se reprendre un retour de bâton phénoménal d'ici le début de l'année prochaine. Hein. Sur quel aspect? Sur la répression, l'austérité encore, ou la perte de liberté encore? Oui, en termes de liberté, répression, l'austérité, ouais, tout va ensemble. Hein. Y a cette volonté. De toute façon, moi je ressens cette volonté-là de la part des dirigeants, du gouvernement. Hein. On glisse vers tout ça, quoi. Hein. Ça pourrait s'apparenter ce qu'on a vu notamment en Grèce, à Chypre, dans ces pays-là, quoi. On l'a bien vu. Hein. D'accord. Et on entendait à cette époque-là, on entendait parler de laboratoire de l'Europe, hein, en parlant de la Grèce. Hein. Donc une France en perdition quelque part, et réveil citoyen, réveil parents, réveil totalement, à tous les niveaux. Hein, tout le monde. On est tous sur le même bateau. Hein. Ouais. On est tous sur le même bateau. Hein. Okay. C'est là, le problème, ce qui fait peur, c'est que, enfin, ça a toujours été un peu la France, c'est le corporatisme. Hein. Chacun pêche pour sa paroisse. Oui, on l'a vu avec les routiers, on le voit souvent avec les agriculteurs, et c'est malheureux, mais effectivement, il y a cette politique, cette stratégie de division qui malheureusement marche, et qui est un des instruments stratégiques en temps de guerre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Si on veut réussir ce combat, malheureusement, c'est ça, quoi. C'est la solidarité. Solidarité. Okay. Une prise de conscience individuelle pour pouvoir agir, pour pouvoir être solidaire. Réveil citoyen, tous ensemble, pour la France, pour vos enfants. Okay. On sent toujours cette tradition bien française, hein, de corporatisme. Hein. On l'a vu au fil du temps, au fil de l'histoire de France. Hein. On reproduit toujours les mêmes schémas. Hein. Là, on le voit déjà de plus en plus, depuis notamment, clairement depuis les Gilets jaunes. On le voit bien. Hein. Chacun, voilà, chacun prêche pour sa paroisse. Un coup, c'est les agriculteurs, un coup les routiers, un coup ceci, un coup cela. On peut pas y arriver. Je pense pas qu'on puisse y arriver comme ça. Hein. Donc il y a des batailles de perdues, mais pas forcément toute la guerre. Réveil citoyen, c'est ça? Oui, et il manque. Et malheureusement, il manque très peu pour pouvoir réussir ce combat. Très peu. Hein. Ok, bah écoutez. Que les gens prennent conscience. Ok, bah écoutez, en espérant que ça se fasse dans les semaines et les mois qui viennent, le plus tôt possible évidemment, parce que d'un autre côté ça s'accélère, on le voit bien, on le ressent à tous les niveaux, cette oppression. Écoutez, je vous donne peut-être rendez-vous d'ici quelques mois pour refaire peut-être un autre point avec votre regard d'ancien militaire et depuis l'Allemagne. C'est toujours intéressant parce qu'effectivement on nous montre très peu dans les médias mainstream le regard des Français depuis l'étranger. Merci Stéphane pour cette interview, et puis bonne continuation à vous, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Émancipation Citoyenne 2020. Merci. Bien, merci à vous. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.